Alors déjà, bonjour tout le monde, pardon. Et puis une première précision, on va vous faire une présentation à deux voix en fait. C'est pas Sylvie, donc Sylvie c'est moi, mais c'est Sylvie et Anne, enfin plutôt Anne et Sylvie. On a été deux collègues à travailler ensemble, enfin, on n'a pas été toutes seules, mais deux collègues à essayer de gérer cette partie du Work Package 6, donc celui sur le cadrage par les compétences. Alors, donc du coup, je vais commencer. Anne, c'est bon, tu es avec moi? Parfait, super. Merci Anne. Donc le terme cadrage peut être un terme un peu fort. Excusez-moi. Voilà. Un peu fort, mais l'idée c'était une feuille de route pour que toutes les actions menées dans le cadre de Shift convergent et s'articulent, parce que vous avez vu, c'est quand même quelque chose de très très ambitieux. Il va y avoir beaucoup de monde. Donc l'idée c'était d'essayer de trouver des moyens de manager ça. Donc, partir de l'idée, parce que c'est aussi un des postulats de l'adhésion au projet Shift, donc le postulat qu'on partage tous, que centré sur la réussite des étudiants, l'idée c'est de partir de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant diplômé de STAPS, de licence STAPS, et qu'est-ce qu'il doit avoir construit comme compétences. Ça serait quoi un étudiant de STAPS bien formé? Alors, on vous a parlé, il y a Henri qui l'a dit, Laurence qui l'a dit, cette idée d'alignement pédagogique, mais l'idée c'est quand même de partir des objectifs. C'est-à-dire, c'est quoi nos objectifs de formation? Alors, ce débat-là sur les compétences, cette approche par compétences, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, les débats sont nombreux, des fois pas toujours très bien partagés, consensuels, mais ils sont quand même récents dans le milieu universitaire, alors qu'en STAPS, finalement, l'histoire, elle est quand même bien plus ancienne, notamment par rapport à notre nécessaire argumentation de positionnement vis-à-vis des diplômes jeunesse et sport, notre réflexion sur la professionnalisation des étudiants, etc., notamment par l'obtention de la carte professionnelle. Donc il y a plein de choses qui étaient déjà faites dans les UFR STAPS, et le travail du Work Package 6 là, sur les compétences, ça a entre autres porté, c'est pour ça qu'on a commencé il y a quelques temps en arrière, par la confrontation, la discussion, la mise en commun, la mise à plat, etc., des choses qui sont faites. Je veux dire, on ne veut pas réinventer l'eau chaude. Il y a déjà plein de choses qui sont faites dans les UFR STAPS à ce niveau-là. Alors, un autre point qui nous semble important quand on commence à parler de compétences, c'est déjà de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par compétence. Donc, on est parti d'une définition. L'idée, c'est de stabiliser un moment, parce qu'on peut en débattre pendant des heures, donc de partir de cette définition qu'on vous propose. Et c'est vraiment cette centration sur la compétence, c'est un savoir-agir. Alors, un savoir-agir qui est complexe, qui nécessite des ressources, etc. Mais c'est d'abord et avant tout un savoir-agir. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais, et on insiste très fort là-dessus, c'est que même si cette réflexion, elle est ancienne dans la communauté STAPS, même si on va partir de cette réflexion-là, il y a un autre point qui nous semble très important, c'est que si une formation est une formation qui doit permettre à l'étudiant d'obtenir sa carte professionnelle avec des prérogatives associées, etc., une licence STAPS et une entrée par les compétences, ça ne veut pas dire, et ça ne doit surtout pas dire que tout doit être compétence. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui relèvent de la formation universitaire, de la culture scientifique, etc., qui ne s'écrit pas en compétences, d'accord. Donc ça, voilà, le cadrage compétences n'ira pas là-dessus. Il n'empêche qu'à un moment, il faut quand même qu'on se dise qu'est-ce que dans ce qu'on propose, dans les ressources qu'on va construire, etc., qu'est-ce qui va permettre aux étudiants d'acquérir ces compétences, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on sache qu'est-ce qui va devoir être enseigné et surtout, parce que ça va avec, il nous semble que c'est lié, et comment ça sera évalué. Donc, en ayant dit tout ça, quand même un petit clin d'œil avec ce que vous a dit Henri, ça reste, enfin, c'est ambitieux, mais en même temps, c'est un niveau licence. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on va créer, il faut rester dans l'idée que c'est un étudiant de niveau licence qu'on souhaite former. Alors, je laisse Anne maintenant. Oui, c'est à moi, donc bonjour tout le monde. Alors, en effet, on veut, à travers ce diapo, vous expliquer la démarche, hein. On est parti des préoccupations et des réflexions des STAPS déjà auparavant, mais on a travaillé donc en groupe avec des ingénieurs, des enseignants et des chargés de mission, on va dire. Et ce travail a été mené sur une grosse dizaine de réunions, donc toute l'année dernière finalement. Et on a essayé de travailler en trois étapes. D'abord, on a travaillé sur le pôle de l'information pour ensuite essayer de s'approprier et de synthétiser toutes les informations
Et ensuite, le but, c'est d'opérationnaliser, de rendre opérationnelle toute cette réflexion pour qu'on puisse s'en servir dans les conférences de consensus, justement. Donc on va zoomer un petit peu sur l'information. À partir de quoi on s'est informé? Tout simplement à partir des fiches RNCP qui existaient. Et attention d'ailleurs, elles existaient et elles ont changé entre-temps. Là, dans le dernier semestre, elles ont été renouvelées. Donc on a rechangé un petit peu notre façon de voir les choses. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça a permis de mettre en corrélation ces fiches RNCP avec les prises de position et de la C3D. Parce qu'il y avait un petit décalage qui existait entre le numéro des blocs de compétences, etc. Donc ça a permis de réinstaller tout ça dans une même organisation en tout cas. Donc on a bien pris le temps de lire les prises de position et le travail de la C3D et de lire ces fiches RNCP. Ça fait partie du moment s'approprier et synthétiser. Donc d'abord, quand on a ces fiches, ces données, il a fallu se plonger dans ce vocabulaire. Le vocabulaire utilisé, discuter tous de ce qu'on voyait derrière ces mots, c'est-à-dire que les universités différentes voyaient peut-être des choses différentes et l'enseignant lui-même dans son université voyait peut-être pas la même chose que l'enseignant dans la même université. Donc on a discuté de ce qu'il y avait derrière les mots. Puis on a comparé les formulations entre les fiches RNCP et la C3D, mais aussi entre les mentions. Ce qui nous a permis aussi de voir certaines spécificités de blocs, c'est-à-dire que on a décortiqué un petit peu ce qu'on voyait dans les blocs et on s'est dit qu'est-ce qui est spécifique par rapport à un autre bloc, qu'est-ce qui le différencie. Et ce qui nous a permis aussi d'essayer de comprendre l'articulation des blocs. Est-ce que certains blocs s'additionnent? Est-ce qu'ils se complètent? Est-ce qu'ils se suivent? Est-ce qu'il y a un ordre, des prérequis, etc. Donc, à partir de là, on a essayé aussi de relier toute cette lecture, cette synthèse avec ce qui se fait déjà dans nos UFR. Et on a essayé de reformuler tout ceci pour se l'approprier. Tu peux revenir, pardon Sylvie. On a alterné, donc tout ce travail-là s'est fait à la fois dans des réunions où on était tous ensemble, donc des réunions communes, et puis on a alterné avec des réunions de travail sur le référentiel APAS et en parallèle le référentiel entraînement sportif. Donc, et on se réunissait de temps en temps pour vérifier qu'on avait la même démarche et qu'on était d'accord sur les points importants. Donc après, pour s'approprier, synthétiser, on a dû passer quand même par des étapes de comparaison, de discussion, comme je vous l'ai expliqué. Et donc dans ce tableau-là, vous voyez, on est parti sur un tableur Excel dans lequel on a repris les listes de compétences de fiches RNCP, les listes de compétences de la C3D, et on a essayé de prélever ce qui était commun en mettant une couleur verte commune. Donc qu'est-ce qu'on y retrouvait de commun, et sur ce qui n'était pas commun, pourquoi ça ne l'était pas, est-ce que c'était une précision, est-ce que c'était important ou pas, etc. Donc on a discuté de ces termes sans arrêt. Du coup, à partir de cette rediscussion, on a essayé de formuler avec l'équipe constituée de Shift des compétences. On a détaillé les compétences en fait, ce qu'on a appelé notre référentiel de formation. D'accord ? Donc on a reformulé à notre sauce, parfois précisé, parfois enlevé des choses. Et ensuite, on s'est posé la question aussi de la formulation de notre référentiel d'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va demander à l'étudiant de savoir faire dans ce bloc de compétences. Alors, je prends la suite. Voilà. Donc, on passe maintenant à la troisième étape, l'étape d'opérationnalisation. Donc, c'est celle qui nous a semblé à la fois la plus critique, mais en même temps un peu la plus difficile.
Et en même temps, on se posait la question de si on veut présenter là où on en est, là où on en est arrivé, il fallait avoir à la fois une démarche très claire et un outil de présentation. Parce que il ne faut pas qu'on parle dans le vide, quoi. Enfin, je veux dire, si les gens de Shift n'adhèrent pas à ce qu'on a essayé de faire, ça ne va pas être très intéressant par rapport à notre objectif. Donc, définir une méthode pour arriver à ces ressources. Donc, les ressources, c'est la commande qui va vous être faite au niveau de ces compétences, de ces créations. Il fallait donc qu'on trouve un outil, parce que vous avez vu nos tableaux Excel, mettre du vert, des machins, des trucs comme ça. Enfin bon, c'était très bien pour la discussion, ça a été très riche, etc. Ça nous a fait avancer. Mais présenter ça maintenant, là, par exemple, la première journée sur les conférences de consensus de Shift, c'est sûr que ça n'allait pas marcher. Donc, on a essayé de tester des outils de présentation. Et donc là, je remercie beaucoup les ingénieurs pédagogiques parce qu'ils ont été d'une grande aide à ce niveau-là. Il fallait qu'on trouve un support qui soit modifiable facilement. Les fichiers Excel, c'est sympa, mais bon, on n'en pouvait plus des copier-coller. Qui mettent en relation les différentes étapes de la démarche compétence, parce que voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est vous faire adhérer à cette démarche-là, qui stabilise un vocabulaire commun, et puis donc qui soit facilement appréhendable par tous les partenaires et les membres du projet Shift. Donc, pour faciliter la réflexion et la présentation de la démarche compétence, on est parti, donc pour sortir de ces tableaux à rallonge, là, Excel, on est parti d'un outil. Donc, ça y est, on en a choisi, on en a testé, on en a choisi un qui nous a été proposé, qui nous a semblé assez intéressant, qui a servi notamment à l'écriture des référentiels de compétences pour les BUT. Vous savez, là, les DUT qui sont passés en BUT. Et donc, bon, il y a eu un petit fascicule qui a été produit. Et donc, il présente un certain nombre de démarches. Et on est parti sur cette démarche-là à chaque fois. Donc, ça nous allait bien puisque ça repartait du savoir-agir, cette centration vraiment sur c'est quoi une compétence. Donc, plutôt intéressante de ce point de vue-là. Et voilà, l'idée, c'est de vous présenter en fait maintenant le document, parce que le document, il existe, il est fait. C'est un petit peu le document sur lequel on vous demandera de réagir cet après-midi. Mais c'est de vous en expliquer la structure. En aucun cas, l'idée, c'est de rentrer dans le détail des documents. Ce qu'on souhaiterait là ce matin, dans le temps qui nous est imparti, c'est de vous présenter cette structure, comment on est arrivé en fait à la fin. Parce qu'en fait, c'est sur le produit final qu'on voudrait que vous réfléchissiez. Donc, le document, il a cette tête-là. Il y en a deux actuellement sur lesquels on a réussi à stabiliser des choses. C'est donc entraînement sportif et activité physique adaptée. Alors, pourquoi ces deux mentions ? Mais parce qu'il se trouve que les gens qui étaient intéressés sur cette réflexion sur les compétences étaient plutôt issus de ces deux champs-là. Donc, en fait, on va dire que ça s'est fait, pas par défaut, mais par centration d'intérêt. D'accord ? Donc, on est parti là-dessus. Alors, on se met d'accord. Je vais vous présenter, il va y avoir des captures d'écran du document, mais pas de panique, ni de déclenchement d'urticaire. Hein, des gens qui, dès qu'on met le mot compétence, ils se disent « Ah non, pas encore ça ». L'idée, c'est plutôt de vous présenter donc, notre démarche. On arrive à ça à la fin, et maintenant réagissez à ça à la fin. Et surtout, quand vous réagissez à ça, vous, là, les gens qui vont être dans des conférences de consensus, comment vous voyez votre contribution par rapport notamment aux cours que vous faites déjà, à ce que vous avez déjà mis en place dans vos établissements, à ce que vous souhaiteriez mettre en place, et à ce que ces référentiels de compétences vous donnent l'idée de mettre en place en termes de ressources, de cours et d'activités. D'accord ? Donc, voilà, il faut que ce soit très clair. Le but, c'est pas qu'on vous fasse refaire le travail. Autrement, un groupe de travail, ça sert à rien. Il faut qu'on refasse chaque fois le truc. C'est plutôt vous présenter la structure et vous présenter le produit final. Donc, on est parti des compétences en termes de savoir-agir à développer. D'accord ? Ce savoir-agir fait, ce que je vous ai présenté, ce savoir-agir fait qu'on a listé un certain nombre de compétences. Donc, c'était notre fameux référentiel de compétences, là, dans notre tableau Excel au démarrage. D'accord ? Par contre, il fallait pour écrire ça, pour qu'on ne tombe pas dans une liste à la Prévert, parce que des fois, on avait 200 000 tirés, se fixer un certain nombre de règles. Alors, des règles qu'on vous présente ici. La première, il fallait une formulation précise. Donc, c'est vraiment cette centration sur un savoir-agir. La deuxième, c'est que cette liste-là, il faut qu'on arrive à l'organiser en 3 niveaux d'acquisition de la compétence. On est sur un niveau de licence, donc globalement, on fonctionne par année. Même si je sais que Henri vous a dit qu'une année allait exploser, etc., on a quand même besoin d'un continuum de formation. Troisième idée, c'est qu'il fallait à minima qu'on se mette tous d'accord. Alors, il n'y a que 2 mentions pour l'instant, mais à minima, le point de départ, c'est qu'on se mette d'accord sur un niveau commun au niveau des différentes mentions, parce que c'est la L1, la L1, pardon, la L1, n'importe quoi. Non, je suis sur une visioconférence là.
Philippe, coupe ton micro, j'ai reconnu ta voix. Parce qu'on sait que dans les UFR STAPS, on est quand même plutôt sur cette L1 commune. Ensuite, une formulation qu'on voulait commune, d'où cette articulation entre des réunions par mention et puis des réunions en groupe, on va dire général, parce qu'il y a des blocs transversaux, donc il fallait qu'on se mette d'accord, même si après, dans vraiment le produit final, il pouvait y avoir une coloration selon les mentions. Sur les blocs 6 et 7, alors certains, ça leur parlera peut-être pas forcément, mais sur ces blocs 6 et 7, le bloc 6, c'est plutôt tout ce qui concerne diagnostiquer, et le bloc 7, c'est tout ce qui concerne construire. Et c'est là, par exemple, que le gros travail qu'on avait fait au démarrage sur mettre en relation les fichiers NCP, les propositions de la C3D, etc., nous a amené à stabiliser un certain nombre de termes. Par exemple, dans analyser, diagnostiquer, évaluer, on a retenu le terme diagnostiquer. Dans la discussion construire, concevoir, on a retenu le terme construire parce qu'on estime que le niveau de conception est plutôt dévolu au niveau du master. Donc, comme on est en licence, voilà, un petit cran en dessous. Et puis, la dernière règle, entre guillemets, elle s'impose à nous de toute façon, c'est le bloc de compétences numéro 8 qui doit être entièrement commun aux différentes mentions puisque c'est celui du DUG-STAPS. D'accord ? Alors, je reprends la main. Oui. Anne, alors du coup, il va rester 3-4 minutes. Ok, très bien. Alors, je reviens sur un point important que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais tout ce travail de comparaison d'informations, de synthèse, etc., il a été possible et enrichi par toutes les réflexions de la C3D et de Yannick Van Poel, et que je tiens à remercier parce que c'est vraiment ça qui nous a permis d'éclairer la vision des fichiers NCP, etc. Donc je reprends le fil. Donc voilà le type de document qu'on vous présente. Vous voyez là les blocs qui sont de couleurs différentes. Tu peux revenir juste, Sylvie. Voilà, les 5 premiers blocs, c'est ce qu'on appelle les blocs transversaux finalement. Donc c'est ceux qui vont être communs aux différentes mentions. Le suivant, Sylvie. Voilà, ici dans les blocs donc diagnostiquer, on préfère diagnostiquer que analyser. Les 2 premiers blocs, donc diagnostiquer et participer à la construction, là, ça va être des blocs qu'on appelle communs, mais qui peuvent être colorés selon les mentions. Donc, par contre, les 2 blocs, les 2 derniers, le bloc 9 et 10, sont des blocs complètement spécifiques aux mentions, et donc c'est là que vous allez retrouver un petit peu vraiment la spécificité de chaque parcours. Et enfin, la compétence du DUG, c'est le bloc 8, donc il doit être forcément commun à toutes les mentions, celui-ci. Sylvie, c'est à toi, je crois. Donc, je vais pas vite puisque c'est ce que je vous avais dit, se mettre d'accord sur un vocabulaire commun, et puis cette idée d'articuler les blocs. Alors, les décisions qui ont été arrêtées, qui sont issues des discussions, mais qui semblent plutôt logiques. Le bloc 6 qui est sur le diagnostic précède logiquement le bloc 7 qui est sur construire. C'est évident qu'on diagnostique avant de construire. Ces 2 blocs, diagnostic et construire, sont les points de départ des 2 blocs spécifiques, donc le bloc 9 et le bloc 10, qui là se déroulent et qui se colorent vraiment selon la mention. Et le bloc 9, qui est sur, entraîner quand on est en ES, construire un plan d'APAS, etc., prend la suite du bloc du DUG, c'est-à-dire le bloc du DUG, vous savez, s'arrête à un niveau, par exemple, en termes de profil des pratiquants, à un niveau non compétiteur, alors que pour les ES, on est supposé parcourir tous les niveaux de pratique possibles, et que pour les APAS, on sera cette fois-ci sur un public à besoins spécifiques, d'accord ? Et un autre exemple aussi, dans le sens de ça prend la suite, quand on est sur le bloc 8, quand on est sur le bloc 9 de ES, on aura à prendre en compte tous les facteurs de la performance, alors que quand on est sur le bloc 8, qui est animation de séance, etc., qui est le bloc du DUG, on est quand même plutôt sur les aspects technico-tactiques. Donc voilà, il y a des décisions comme ça et des articulations qui ont été prises qui font que les compétences qui se trouvent dans un bloc ne se retrouvent du coup pas dans un autre. Ou alors il y a quelque chose qui n'est pas logique dans l'articulation des compétences. Alors, vas-y Anne. Alors, pour suivre, donc après l'articulation des compétences, là, il fallait donc trouver des familles de situations
donc des contextes professionnels dans lesquels on pouvait se rendre compte de cette compétence. Et donc, on a essayé de réfléchir par bloc de compétences à des situations différentes. Il faut toujours avoir en parallèle l'idée qu'on doit évaluer ces compétences et donc que les situations professionnelles doivent permettre l'évaluation également. Alors ensuite, donc l'idée, c'était l'outil qui nous a proposé ça, donc c'est qu'effectivement, ces compétences-là, on doit pouvoir donc les décliner en différents niveaux. Alors pareil, je passe très rapidement, ces niveaux, bien sûr, sont plutôt logiques avec les 3 années de licence, mais par exemple, il faudra admettre, c'est l'exemple, par exemple, du BC3, on n'est pas obligé d'écrire toujours en 3 niveaux, c'est pas un oubli, c'est juste qu'à un moment, sur une certaine compétence, on pense qu'il y a peut-être que 2 niveaux à construire, et ces 2 niveaux, ça sera peut-être L1, L2, ou peut-être que L2, L3, ça c'est des choses qu'il va falloir décider. Et c'est là, donc on en arrive à la fin de cette démarche, une fois qu'on a ces niveaux-là, on va pouvoir vraiment opérationnaliser, rendre les choses très concrètes, et écrire, alors le terme qu'on a stabilisé avec l'outil là du BUT, c'était les apprentissages critiques qui sont à maîtriser pour atteindre un niveau donné dans le développement de cette compétence. Alors là, c'est un exemple, hein, d'accord, mais l'idée, et c'est ce sur quoi on vous demandera on va dire de rebondir, de discuter, de réfléchir, de questionner, etc. Ce sont ces apprentissages critiques que pour l'instant le groupe de compétences a organisé en un certain nombre de niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, d'accord, qui renvoie à ce qui avait été donné dans les pages précédentes. C'est l'avantage de cet outil, que quand on fait une modification d'un côté, ça se répercute de partout. Et donc, nous, notre idée, c'est de vous faire réfléchir à ça, dans un premier temps, dans une idée d'appropriation, de questionnement, de est-ce que vous avez bien compris les termes, est-ce que vous avez bien compris la démarche, etc. Et puis après, de réagir en termes de, quand moi je lis ça en termes d'apprentissage critique, je pense que dans ma discipline, dans mon champ disciplinaire, je peux contribuer, et c'est cette idée de contribution qui nous semble très importante, je peux contribuer donc à la création de ressources qui elles-mêmes contribueraient à l'acquisition de ces apprentissages critiques. Donc pour ça, et on finit donc très très rapidement, sur la feuille de route pour Shift par rapport à ce que souhaite ce groupe de travail. Cet après-midi, alors bien sûr, un temps de prise de contact, se connaître, s'identifier, etc. Un temps d'expression de vos motivations, vos craintes, vos besoins, vos souhaits par rapport à votre investissement dans Shift. Mais, et là c'est plutôt par rapport à ce qu'on vient de vous présenter, un temps de réaction, alors vraiment à titre individuel et vraiment de type brainstorming. Quand j'entends tout ça, là, tout ce qu'on vient de vous présenter un peu rapidement, comment je le prends, comment je m'y retrouve ou pas, et comment, dans ce que je m'y retrouve, qu'est-ce que je pense que je peux proposer pour contribuer à cette formation-là. L'idée, c'est que suite à ce premier jet un petit peu, qui risque peut-être de partir un peu dans tous les sens, nous, on est un temps, là, une commande qu'on puisse vous envoyer, donc de faire remonter à nouveau peut-être des questions, peut-être qu'aujourd'hui ça n'aura pas suffi, et puis une proposition de contribution un petit peu plus construite sur justement ces apprentissages critiques, et cette fois-ci non plus une réflexion à titre personnel, mais peut-être en termes d'équipe d'université, pour que nous derrière on puisse faire un travail sur ces propositions, parce qu'à nouveau on ne sait absolument pas du tout ce qu'elles vont donner, ces propositions, est-ce que il va y avoir énormément de choses d'un côté, quasiment rien de l'autre, etc. Et donc, réarticuler, resserrer, élargir, réorganiser tout ça, d'accord ? Peut-être continuer à répondre aux questions que vous continuez à vous poser pour vous faire enfin une commande, ce fameux cadrage, et je reviens au terme de la première diapo, une commande à ces conférences de consensus pour l'écriture et la création des ressources. Alors, une maquette, presque, pas tout à fait une maquette, c'est le terme quand même qu'on a utilisé, c'est une feuille de route, c'est une bibliothèque, c'est l'expression qu'a utilisée Henri, mais quand même c'est quelque chose qui doit être organisé par rapport à cette idée de qu'est-ce qu'on souhaite derrière comme un étudiant de licence bien formé. En vous remerciant pour votre attention et en espérant ne pas avoir trop dépassé le temps.